Salut salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan du week-end d'Amil. Donc pour ceux qui sont abonnés à plusieurs chaînes Booktube, je pense que dans la semaine vous en avez vu plusieurs, des vlogs, des bilans, tout ça, parce que je pense que beaucoup de monde a participé. Je dis je pense parce que moi je tourne la vidéo le lundi qui suit le week-end d'Amil. Et du coup j'ai pas encore vu toutes ces vidéos là, mais donc c'est mon tour de faire le bilan. Donc le week-end d'Amil ça se passe toujours du vendredi 19h au dimanche minuit et il faut lire 1000 pages. Et cette fois-ci j'ai réussi, donc j'ai lu 1020 pages je crois. Quelque chose comme ça, ouais, je suis arrivée à un chiffre rond, pas fait exprès, c'est comme ça. Et donc pour arriver à ces 1020 pages, j'ai lu 4 livres en entier dont je vais vous parler dans cette vidéo là du coup. Et j'en ai terminé un, il y en a un que j'ai un petit peu avancé et que j'ai pas fait fini. Du coup je vais juste vous les montrer. Ces deux-là. Le premier c'est Le mystère de la Rexpem, le sang jamais n'oublie. Donc c'est le tome 1 de Lucie Pirapiajo. Donc c'est celui que j'ai terminé. Je sais plus combien de pages j'ai lu de ce livre-là sur le week-end d'Amil, mais je vous en parle pas ici, je vous en parlerai dans un update lecture. Tout comme 13 à table, donc c'est le livre des Restos du Cœur. Donc j'ai lu la nouvelle de Karine Dievel sur le week-end d'Amil. Donc là il m'en reste pas mal de... Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouvelles que je pense moi terminer dans la semaine. Donc normalement au moment où vous voyez cette vidéo j'ai terminé 13 à table. Et du coup je vous parlerai de ces deux livres là dans un prochain update lecture. Alors pas celui qui arrive parce qu'il est déjà tourné si je ne dis pas une connerie. Et donc du coup ce sera celui d'après. Du coup maintenant on va passer au livre que j'ai effectivement entièrement lu sur ce week-end d'Amil. Peut-être que certains d'entre vous le savent, d'autres je suppose que non. Mais pour moi, qui dit week-end d'Amil dit une pièce de théâtre et un livre de Roald Dahl. C'est un espèce de rituel chez moi. Ça me permet de lire du théâtre régulièrement parce que c'est un genre que j'aime beaucoup mais que je ne lis pas dans mon quotidien en fait. Alors que pour le week-end d'Amil, je lis une pièce de théâtre et je lis un Roald Dahl. Alors au début c'était pour découvrir tous les livres de Roald Dahl parce que j'aime beaucoup Roald Dahl. Mais là sur ce week-end là je me suis fait un petit kiff, vous allez voir. Du coup on commence par la pièce de théâtre, donc j'ai lu Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Alors cette pièce de théâtre c'est un bordel sans nom, voilà, c'est un bordel sans nom, je vais vous résumer l'histoire, vous allez voir que c'est vraiment le bordel. Du coup dans ce livre on rencontre, attendez je vais prendre l'endroit où il y a les personnages parce que j'ai un peu oublié leur nom. Donc Thésée et Hippolyte, donc Thésée est le duc d'Athènes et Hippolyte est sa fiancée, donc ils vont se marier. Voilà. Ensuite, on suit Lysandre, Démétrius, Hermia et Helena. Alors là, tenez-vous bien. Nous avons Lysandre qui est amoureux de Hermia et Hermia qui est amoureuse de Lysandre. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le père d'Hermia refuse que sa fille épouse Lysandre. Pas de bol. Lui, il veut qu'elle épouse Démétrius, sachant que Démétrius est amoureux d'Hermia, qui est amoureuse de Lysandre. On n'a pas oublié, hein. Et au milieu de tout ça, il y a également Helena qui en veut à Hermia parce qu'elle est amoureuse de Démétrius, mais Démétrius est amoureuse de Hermia. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. En plus de ça, il se trouve qu'il y a des elfes qui vont débarquer au milieu de tout ça et des délires pas possibles qui vont faire que direct c'est le bordel entre eux quatre. Mais alors après ça, ça va être encore plus le bordel. Bref. Et donc on a également des elfes, oui. On suit le roi et la reine des elfes. Alors eux, j'ai pas trop bien compris leur délire parce que dans ma tête, qui dit roi et reine dit vous formez un couple. Alors même si à cette époque-là, c'est pas parce que t'es marié et que t'es amoureux, tout ça, mais là, c'est le couple le plus volage que j'ai jamais connu. Enfin, genre, tu peux aller avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Apparemment, ça leur pose aucun problème, ils sont mariés, mais pas ensemble. Voilà. Et on va suivre aussi des personnages qui pour moi ont des noms de 7 noms. Hein. Donc on a, mais ils sont que 6. Hein. Donc on a Bottom, Lecoin, Flûte, Groin, Étriquet et Famélique. Oui, tout à fait. Et donc en fait, ils ont chacun leur métier. Donc ils sont tisserands, charpentiers, blablabla, tout ça. Mais dans Le songe d'une nuit d'été, ils vont, à l'intérieur de cette pièce de théâtre, créer une pièce de théâtre et ils vont répéter cette pièce de théâtre qu'ils vont présenter le jour du mariage de Thésée et Hippolyte, parce qu'il ne faudra pas les oublier. Ces deux-là. Et donc voilà, on a tout ce bordel qui est en place, ça part dans tous les sens, c'est presque du grand n'importe quoi. Il y a des moments où je suivais même pas tout ce qui se passe, parce que quand les elfes y parlent, mon dieu, quand la reine des elfes, elle part dans tes délires, j'ai pas tout suivi. Mais bon, c'est pas la meilleure pièce de Shakespeare, je vous avoue, vu que j'ai lu toutes les pièces de Shakespeare les plus connues, j'ai quoi comparer. Et franchement, celle-ci, c'est pas la mieux. Hein. Je vous conseillerais pas de commencer Shakespeare par celle-ci parce que c'est assez compliqué à suivre en fait. Hein. C'est pas très long, mais ça part un peu dans tous les sens. Et pour se retrouver, c'est assez compliqué. Je pense que si je l'avais pas lu sur le week-end d'Amil, j'aurais mis un peu plus de temps à le lire. Mais voilà, du coup, vu que j'étais lancée pour le week-end d'Amil, je l'ai fini. Mais je suis un peu déçue quand même. Du coup, le deuxième, c'est le livre de Roald Dahl. Et donc là, je me suis fait un kiff. J'ai relu Mathilda de Roald Dahl. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir dans quel état pitoyable est mon livre. Je crois que je l'ai déjà montré en vidéo. Mais il est plié, il est taché, les pages sont mouchetées, les pages sont gondolées. Enfin, c'est une catastrophe ce livre.
Pour la simple et bonne raison qu'il a été maltraité par la Audrey de 8-12 ans. Ouais, entre 8 et 12 ans. J'ai lu et relu et relu ce livre qui est dans un état pitoyable. Alors oui, aujourd'hui je me permets de critiquer les gens qui mettent les livres dans des états pas possibles, mais quand j'avais 8-10 ans, je prenais pas du tout soin de mes affaires, et du coup, pas du tout soin du livre. Mais en fait, je voulais le relire. Parce que c'est un livre que j'ai lu, et vraiment je l'ai lu et relu et relu pas combien de fois quand j'étais petite, et j'adorais ce livre, et du coup il a survécu à tous les déménagements que j'ai pu faire dans ma vie, hein, ce qui n'est pas plus dire, et du coup je me suis dit que j'allais le relire, et avant de le relire je me disais au pire, si aujourd'hui la Audrey de 24 ans n'aime pas autant ce livre, se dit que ah franchement c'est pas si bien que ça, qu'il y a mieux, que c'est pas top, c'est pas grave, ça n'enlèvera rien au fait que la Audrey de 10 ans elle adorait ce livre, elle l'a lu et relu et relu et c'est trop bien. Mais il se trouve que la Audrey de 24 ans l'aime presque autant que la Audrey de 8-10 ans. Il y a un truc principal qui me dérange au jour d'aujourd'hui, mais ça reste une histoire vraiment géniale, et le seul gros point négatif de ce livre, c'est qu'il est trop court. Moi, je voulais que ça continue. Donc, pour l'histoire, avant de résumer l'histoire, sachez qu'il y a un film adapté du livre, que le film est plus ou moins bien adapté, que en fait tout ce qu'il y a dans le livre, on le retrouve dans le film, et que pour faire un film assez long, ils ont rajouté des trucs, rajouté des scènes un peu drôles, un peu fantastiques. Les scènes qu'ils ont rajoutées, c'est un peu comme dans Maman j'ai raté l'avion. Voilà, pour ceux qui connaissent le film. Donc je vous conseille le film si vous voulez pas lire le livre, mais sinon je vous conseille le livre. Hein. Il fait 230 pages, il y a des illustrations et tout et tout. Attendez, je vais vous montrer une illustration. Voilà. Donc voilà, ça se lit vite, franchement c'est trop bien. Et puis pour les enfants c'est trop cool. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Mathilda, qui a 4 ans au début du livre, et qui est une enfant extrêmement surdouée. Genre elle apprend à lire toute seule, elle apprend à faire des multiplications de tête toute seule, elle est trop douée cette fille. Et elle est tombée dans une mauvaise famille. Elle est tombée dans une famille un petit peu de la classe moyenne, et qui se satisfait très bien de sa condition. Pour vous donner un ordre d'idée du type de famille que c'est, ils ne mangent pas à table en famille en mode repas de famille, tu discutes, tout ça. Non, ils mangent assis les uns à côté des autres sur leur fauteuil et dans leur canapé, et ils regardent la télé. Voilà. Et tu discutes pas, son père est très bizarre, et en plus, ce qui moi m'a dérangé un peu plus aujourd'hui qu'à l'époque, c'est que son père, donc elle a un grand frère, et son père parle à son fils, son père veut que son fils reprenne un jour le garage qu'il a, et elle voudrait participer, elle voudrait essayer de comprendre aussi, parce qu'elle est très intelligente comme petite fille, mais son père ne l'écoute pas. Son père, en fait, dans la tête de son père, c'est une fille, elle se tait, elle n'a rien à dire. Voilà, pour vous dire que ce petit truc m'a dérangé. Et je voulais vous lire un passage, si je le retrouve, ce qui est au tout début du livre. C'est au moment donné, elle a appris à lire toute seule, et elle demande à son père de lui acheter un livre. Je vous lis le passage. Un livre, dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre, pétard de sort? Le lire, papa. Et la télé, ça ne te suffit pas? 20 Dieu, on a une belle télé avec un écran de 56, et toi, tu réclames des bouquins? Tu as tout d'une enfant gâtée, ma fille. Donc en gros, son père l'engueule parce que préfère lire que regarder la télé. Ce que je trouve drôle, parce que au jour d'aujourd'hui, moi, je préfère lire que regarder la télé. Alors je dis que je préfère lire que regarder la télé. Je regarde toujours beaucoup de séries et beaucoup de films, mais pas à la télé. Je regarde jamais la télé parce que j'aime pas la télé en fait. Donc voilà, je trouvais ça drôle. Ce livre se divise en deux grandes parties, je dirais. La première où elle ne va pas encore à l'école, elle reste à la maison toute seule. Alors ouais, ça va poser aucun problème aux parents de laisser Mathilda de 4 ans toute seule à la maison. Ils en ont à foutre. Et elle va, comme son père la rabaisse constamment, elle va se venger auprès de son père, elle va lui faire des petites conneries, elle lui colle son chapeau sur la tête, enfin voilà, elle fait des trucs très drôles. Et je pense que la Audrey de 8 ans adorait les petites bêtises que faisait Mathilda. Voilà. Et dans la deuxième partie, elle va à l'école, elle rencontre Mademoiselle Candy et Mademoiselle Le Gourdin, qui sont sa maîtresse et la directrice d'école, sachant que la directrice d'école n'aime pas les enfants. Donc ça vous laisse supposer une petite scène qui se passe. Voilà, il y a un peu de merveilleux, un peu de fantaisie et de fantastique parce que c'est du Roald Dahl, et voilà, j'adore ce livre, et pourquoi il n'a pas écrit de suite? Il aurait pu écrire une suite quand même. Bon, bref, voilà. Et donc, du coup, je vais finir par le petit truc qui me dérange. Peut-être que vous l'avez entendu, j'ai dit Mademoiselle Candy et Mademoiselle Le Gourdin. Il se trouve que depuis que ce livre a été écrit, on s'est battu et on a enfin obtenu que toute femme soit une madame, peu importe son âge et peu importe si elle est mariée ou pas. Et là, en fait, dans ce livre, Roald Dahl met l'accent, notamment Mademoiselle Le Gourdin met l'accent sur être une mademoiselle, c'est bien. Voilà, du coup, c'est un peu bizarre parce que la féministe qui vit en moi, elle ne sommeille plus du tout, elle vit en moi, est pas d'accord avec ça, mais on peut pas lui en vouloir à l'auteur parce que ça a été écrit il y a très très longtemps, et que à l'époque c'était bien d'être une mademoiselle. Donc voilà.
Ensuite, les 2 derniers livres du coup qui me restent. Le premier, j'étais quasiment certaine que je le terminerais pas sur le week-end d'Amil. Moi je me suis dit que j'allais au moins le commencer et au final je l'ai fini, donc c'est plutôt bien. Donc c'est le tome 4 de Gossip Girl, donc tout le monde en parle, de Cecily von Ziegeter, je ne sais toujours pas comment on dit son nom. J'ai lu le tome 3 au mois de novembre. Et ça a été une souffrance. D'ailleurs, le tome 3, j'ai mis 2 semaines à lire le tome 3 parce que tous les personnages m'ont agacé dans le tome 3. Ici, c'est plus le cas. Du coup, je ne sais pas si c'est moi qui étais dans un mauvais état d'esprit au moment où j'ai lu le tome 3 et que c'est pour ça que tous les personnages m'agaçaient, ou si entre le tome 4 et le tome 3, ils ont un peu changé leur état d'esprit et ils sont moins chiants. Parce que le tome 3 se termine juste après le nouvel an et celui-ci démarre début février. En fait, au mois de janvier, j'ai pris le livre, je l'ai ouvert, je voulais le lire, et puis en fait, dès la première page, on nous dit qu'on est au mois de février. Du coup, je l'ai refermé et je me suis dit, je lirai au mois de février. Donc là, je l'ai pris, je l'ai ouvert. Du coup, ça se passe au mois de février. Donc, qui dit mois de février, faut que j'arrête de dire février. Bref. Donc, qui dit mois de février dit Saint-Valentin et Fashion Week. Je vous avoue que quand ça a commencé à parler de la Fashion Week, j'ai eu très peur parce que je suis pas une fille très portée sur la mode, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. La pire phrase au monde que vous pouvez me dire, c'est mais c'est la mode. Mais en fait, je m'en fous que ce soit la mode. Hein. Si c'est moche, si j'aime pas, et ben je le fais pas. Peu importe que ce soit la mode. D'ailleurs, ça fait des années que j'ai pas acheté de jeans parce que les tailles hautes, je supporte pas. Voilà, je m'en fous que ce soit la mode, rien à foutre. Donc la mode et moi, on n'est pas très copines, c'est pas très mon délire. Mais ce qui est cool, c'est que il y a quelques personnages qui, comme moi, n'aiment pas la mode. Enfin, c'est pas leur kiff, ils trouvent ça un peu bizarre. Donc du coup, c'était assez bien. Ça parle de la Saint-Valentin, mais comme on n'a pas de réel couple dans ce tome-là, c'est pas trop mielleux pour la Saint-Valentin. Un célibataire peut lire ça, c'est pas déprimant. Donc voilà. Il y a aussi pas mal de sujets qui sont abordés dans ce livre, vu que, il y a des clichés dedans, et le problème c'est que, comme Mathilda en fait, je peux pas en vouloir au livre parce qu'aujourd'hui on se bat contre ces clichés, aujourd'hui on essaye de démontrer que c'est pas parce que t'es gay que tu travailles dans la mode ou que tu peux efféminé. Mais à l'époque où le livre a été écrit, il s'était encore admis publiquement que si t'étais gay, tu travaillais dans la mode et tu étais féminine. Du coup, c'est le cas ici en fait. Comme ça parle de Fashion Week, l'homosexualité est abordée. Et ce que j'ai trouvé méga, mais alors méga cool, c'est que l'homosexualité est abordée, oui, mais elle est abordée à la fois pour les garçons et pour les filles. Ce qui est quand même assez rare. Hein. En général, quand on aborde l'homosexualité, on a droit à un couple d'hommes. Le prouvent toutes les romances, toutes les homoromances qu'on a, qui sont principalement des romances entre hommes et pas entre femmes. Et là, on a les deux, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça apporte peut-être des réponses aux adolescents qui peuvent lire ça. Et c'est cool. Et ça parle aussi de la place de la femme. Il y a une petite part de féminisme. Le problème, c'est que pour moi, c'est fait de manière très maladroite et que, en fait, je me suis dit en lisant ce livre que les adolescents pouvaient lire ça, mais que c'était à double tranchant parce que moi, en tant qu'adulte, je vois les maladresses et je les interprète d'une certaine manière parce que j'ai 24 ans aujourd'hui et parce que toutes ces questions ne sont plus dans ma tête. Mais un adolescent qui dit ça pourrait mal interpréter ça et au lieu de l'aider, ça pourrait le desservir en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, ça reste vraiment bien. Et le gros point négatif du tome, et je pense que c'est valable pour toute la saga, c'est les clopes. Parce qu'il passe leur temps à fumer. Et non seulement et en plus, il fume pas que des clopes. Hein. Il fume, il boit, il se drogue. Enfin, c'est une catastrophe. Et c'est pas du tout le message qu'on essaie de faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie que les jeunes ne commencent pas à fumer, ne fument pas, arrêtent de fumer. Ce qui est bien. Et quand tu lis ça, bah, c'est cool en fait de fumer. Et en fait, c'est pas le cas. Donc c'est un petit peu dommage, mais j'ai quand même réussi à lire ce tome. Les personnages m'agacent un peu moins. Olivia n'a toujours pas perdu sa foutue virginité, mais elle m'a moins saoulée avec ça dans ce tome-là. Et Serena est devenue un peu relou dans ce tome-là. Mais en fait, je sais pas comment l'expliquer. Comme on les voit très peu chacun, ils m'ont très peu énervé chacun. Et j'ai réussi à me raccrocher à tous les messages qui sont passés dans ce tome-là. Et du coup, c'était bien. Et enfin, le dernier, c'est ma petite déception du week-end. Donc c'est Love Game, le tome 4 Tide de Emma Chase. Donc c'est censé dans le tome 4. Dans le tome 1 et dans le tome 2, on suivait Drew et Kate qui se rencontrent, tout ça. Et dans le tome 3, on suivait Dolores et Matthew qui sont les meilleurs amis de Kate et Drew, tout ça. Du coup, je m'attendais à ce que dans le tome 4, on reprenne Dolores et Matthew. Et en fait, pas du tout, on va suivre Kate et Drew. Bon, c'est pas grave en soi. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle l'a écrit ce tome-là parce que sa saga marchait bien et qu'elle pouvait faire un tome de plus. Franchement, ce tome n'apporte rien à la saga. Pour moi, c'est le moins bien des 4, en fait. Enfin, des 5, parce qu'il y a même un tome 3,5 que j'ai aussi lu. En fait, dans ce tome 4, c'est Drew qui nous raconte l'histoire. Ce tome 4 se situe avant le tome 3,5, ce qui fait que si on a lu le tome 3,5, ça n'a pas grand intérêt de voir ce qui se passe avant.
Parce que déjà que dans une romance, tu sais comment ça finit, mais alors si en plus t'as lu la fin avant de lire le début, c'est un peu moyen. Et en fait, ce qui m'a principalement dérangé, c'est que dans le prologue, Drew nous dit attention, je vais vous raconter un truc qui nous est arrivé à nous, à notre couple, tout ça, tout ça. T'as l'impression qu'ils se sont engueulés, t'as l'impression qu'il s'est passé un truc de fou qui fait qu'il y a un malentendu, un truc qui se passe pas bien, peut-être qu'ils se sont séparés mais ensemble, on sait pas trop. T'as l'impression qu'il s'est vraiment passé un truc de fou, et puis en fait, il s'est rien passé quoi. Enfin, je veux dire, il s'est rien passé. Voilà. J'ai perpétuellement attendu que ça démarre, qu'il se passe un truc de ouf, qui s'engueule, mais non, non, il se passe rien en fait. Enfin, c'est juste une histoire sympa. Mais c'est trop. En fait, c'est survendu dans le prologue et c'est dommage. Après, je l'ai quand même lu et je l'ai quand même lu rapidement parce que j'ai lu sur le week-end à 1000. Pareil, je pense que si je l'avais pas lu sur le week-end à 1000, j'aurais mis un peu plus de temps à le lire. Après, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est sympa. Drew est sympa. Ce qui est sympa avec Drew, c'est qu'il est un chouïa misogyne, mais même pas assez pour que je lui en veuille. Voilà, c'est un homme en fait. Voilà. Et du coup, voilà, du coup, c'est sympa. Ça reste une saga que je vous recommande parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Mais celui-ci, franchement, vous n'êtes pas obligé de le lire, quoi, du coup. Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de vous dire les musiques. Donc, pour Love Game, j'écoutais, du coup, parce que la saga est finie, j'écoutais Better Than Me de Hinder. Et pour lui, là, Gossip Girl, j'écoute Beat of My Heart de Hilary Duff. C'est ça. Voilà, de toute façon, si ça vous intéresse les musiques et les chanteurs et tout, je vous dis, il y a toujours le lien vers la musique dans la barre. Bon, du coup, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je parle. J'espère que la vidéo était pas trop longue. J'espère que ça vous a plu. Et si vous l'avez fait le week-end à 1000, dites-moi ce que vous avez lu, si vous avez réussi par ici. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!